Ma cousine s'est invitée sans mon accord avec 25 autres personnes dans mon chalet pour Noël. Malgré mon refus, ils sont venus. J'ai donc bloqué l'allée et fait remorquer toute leur voiture en moins d'une heure. Le message est arrivé alors que j'étais à la moitié de mon sandwich à mon bureau. Le genre de déjeuner du mardi que l'on remarque à peine. Dinde, moutarde de supermarché, trop de pain. J'étais en train de répondre à des emails, de regarder le petit curseur clignoter sur un tableur que je ne voulais pas finir quand mon téléphone a vibré. Nous avons tous voté. Noël aura lieu dans ton chalet cette année. C'était Émilie, ma cousine. Assure-toi qu'il y a assez de lits pour 26 personnes. J'ai fixé le message pendant une bonne dizaine de secondes, le relisant comme si, en clignant assez fort des yeux, il allait changer. Mon pouce a hésité au-dessus du clavier, mais je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, je me suis simplement penché en arrière, fixant mon téléphone comme s'il m'avait personnellement offensé. Laissez-moi reprendre. Je suis Nadir, 34 ans, je vis en Bretagne. Je travaille dans la finance. Pas très excitant, je sais, mais j'aime la stabilité. Après des années de location en ville, j'ai économisé et acheté un chalet il y a 2 ans. Ce n'est rien d'extraordinaire, juste 2 chambres nichées dans les pins près du mont Penir, avec une véranda et le genre de silence que l'on ne trouve nulle part près de l'AD 786. C'est ma paix, mon refuge. J'y vais pour me déconnecter, faire de la randonnée, n'est-ce pas? Parfois, juste pour boire une tasse de café en silence absolu sans que personne ne me demande quand je vais enfin m'installer. Ma famille élargie, disons qu'elle fonctionne comme une meute de loups. Il y a une hiérarchie étrange, beaucoup d'exigences, et d'une manière ou d'une autre, les voix les plus fortes l'emportent toujours. Je ne suis pas particulièrement proche de la plupart d'entre eux. J'ai un frère aîné, Julien, qui est supportable à petite dose, et mes parents, qui sont à la retraite et naviguent maintenant entre la Côte d'Azur et les Pyrénées, selon l'endroit où le temps est le meilleur pour le golf. Mais le reste, cousins, oncles, tantes, c'est un mélange chaotique de pique-assiettes, de passifs agressifs et de leaders familiaux autoproclamés qui ne demandent jamais. Ils annoncent. Émilie, la cousine qui a envoyé ce message, est la reine des abeilles officieuses. Elle a 39 ans, mariée à un homme qui vend des compléments de bien-être de luxe. Il a fait l'objet de 2 enquêtes de la DGCCRF, et a 3 enfants qui traitent les maisons des autres comme des aires de jeux intérieurs. Émilie a cette façon de faire passer tout pour une décision de groupe, alors qu'en réalité, c'est elle qui décide et vous inclut trop tard pour dire non. Ce n'était pas la première fois qu'elle tentait quelque chose comme ça, mais c'était sans aucun doute la plus audacieuse. J'ai répondu, absolument pas. Elle a répondu en moins d'1 minute. Trop tard. Nous sommes déjà en route. Cet emoji, l'audace. J'ai senti ma mâchoire se crisper en posant mon téléphone. Je tremblais légèrement. La façon dont on tremble quand on est tellement sidéré par l'exigence de quelqu'un qu'on ne sait même pas comment la gérer. En route pour ma propriété sans demander, une douzaine de pensées ont traversé mon esprit. On ne m'avait pas parlé d'un vote. Personne ne m'avait contacté. J'ai fait défiler le groupe de discussion familiale que j'avais habituellement mis en silencieux et j'ai vu quelques messages vagues du début de la semaine. Émilie avait lancé l'idée d'un Noël rustique et douillet, tagué quelques personnes avec « Qu'en pensez-vous ?» et puis une avalanche de « J'adore ça », des suspects habituels, ma tante Monique, ses enfants adultes, et Julien, qui voulait probablement juste éviter d'accueillir chez lui. Personne ne m'avait même demandé directement et maintenant elle était en route avec 25 autres personnes. J'ai appelé son numéro, ça a sonné dans le vide. Bien sûr, j'ai de nouveau envoyé un SMS, ne venez pas à mon chalet. Je n'ai pas donné mon accord. Elle n'a pas répondu, mais quelques minutes plus tard, j'ai reçu une notification dans le groupe de discussion. Émilie, youpi. Trop excitée pour ce week-end. Le chalet de Nadir va être parfait. C'était tout. Pas un mot pour moi, juste une annonce publique. Et tout le monde a commencé à répondre. J'ai hâte. Nous apporterons des couvertures supplémentaires. J'ai réservé la chambre d'amis. Nous serons là vendredi matin, Nadir. Mon estomac s'est noué. C'était comme si j'avais été désigné volontaire pour quelque chose sans être dans la pièce. Et maintenant, tout le monde en rajoutait. J'ai tapé, je n'ai jamais accepté d'accueillir Noël. S'il vous plaît, ne venez pas à mon chalet. C'est une propriété privée. Personne n'a répondu.
Personne n'a accusé réception. J'ai fixé l'écran, incrédule. Puis j'ai vu Émilie taper. Lol. Ne sois pas dramatique. Ce n'est que quelques jours et ça va être tellement amusant. La famille d'abord. La famille d'abord. C'était sa phrase préférée. Généralement utilisée juste après qu'elle ait profité de quelqu'un, déposé ses enfants sans prévenir ou oublié de payer sa part de la location de vacances. J'ai senti mon cœur s'emballer. Il ne s'agissait même plus de Noël à ce moment-là. Il s'agissait du manque de respect flagrant. La façon dont personne ne pensait même avoir besoin de ma permission. J'ai ouvert mon agenda. C'était mardi. Noël était dans 2 jours. J'ai envoyé un SMS à Julien. Moi? Tu étais au courant, Julien? Ouais, ils en ont parlé. J'ai cru que tu étais d'accord. Moi? Je n'ai jamais donné mon accord, Julien. Eh bien, c'est un peu trop tard maintenant, n'est-ce pas? Trop tard. Je me suis levé et j'ai fait les 100 pas dans le salon. Mon ordinateur portable a vibré avec une autre invitation à une réunion, mais je l'ai ignoré. Je ne pouvais pas me concentrer. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était l'image de 26 personnes remontant mon allée de gravier, traînant des glacières, des matelas pneumatiques et des tout petits bruyants, traitant mon chalet tranquille comme un Airbnb gratuit. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais le méchant parce que je n'étais pas d'accord. Ce n'était pas seulement du manque de respect. C'était comme s'ils ne me voyaient pas comme une personne avec des limites. J'étais juste Nadir avec le chalet, une ressource, un outil à utiliser. J'ai repensé à la dernière fois que j'avais vu Émilie à la fête d'anniversaire de mes parents. Elle s'était plainte sans arrêt de la difficulté d'être toujours celle qui organisait les fêtes. Que personne n'offrait jamais. Je me suis souvenu qu'elle m'avait accosté près de la table des boissons, plaisantant, « Tu devrais vraiment ouvrir ton chalet un jour. C'est égoïste de tout garder pour toi. » J'avais ri, mais maintenant ça ressemblait moins à une blague qu'à un avertissement. Et le pire, c'est qu'ils allaient vraiment le faire. Se montrer. Entrer en force en s'attendant à ce que tout soit prêt parce qu'ils s'en sortaient toujours parce que personne ne leur avait jamais dit non. J'ai regardé l'heure, 14h14. Si je partais maintenant, je pourrais arriver au chalet avant le coucher du soleil. Ma main a plané au-dessus des clés de voiture. Ils voulaient du drame. Ils allaient en avoir, et pas le genre dont ils pourraient se sortir par la culpabilité. J'ai attrapé mon manteau, fermé à clé l'appartement et commencé à rouler. J'avais juste le temps de passer un coup de fil avant de perdre le signal dans les montagnes. Et cet appel allait tout changer. Au moment où j'ai quitté la route principale et pris le chemin de gravier menant au chalet, le soleil se fondait déjà derrière les pins. La température a chuté brusquement, et le silence là-haut était le genre que l'on pouvait sentir dans ses os. Propre, froid, intact. C'était le genre de calme qui m'avait d'abord attiré dans cet endroit. Le genre qui ressemblait à un bouton de réinitialisation pour l'âme. Mais ce soir, j'avais un nœud serré à l'estomac qui ne voulait pas se défaire. Je me suis garé, j'ai coupé le moteur et je suis resté assis un instant, respirant à travers le volant. Mon téléphone avait perdu le signal il y a 20 minutes, et je n'avais eu de nouvelles de personne. Non pas que je m'attendais à ce qu'ils répondent, mais cela ne faisait qu'empirer les choses. Ce n'était pas seulement la supposition qu'ils pouvaient prendre possession de mon chalet. C'était l'indifférence totale à ma voix dans l'affaire. Je n'étais pas un hôte. J'étais un remplaçant. Je suis sorti, mes bottes craquant sur le gravier, et j'ai regardé mon chez-moi. 2 chambres, un foyer extérieur, un petit loft que j'avais transformé en coin lecture. J'avais passé plus d'1 an à le rénover, passant des week-ends et des jours de vacances à réparer le toit, à teinter la terrasse, à remplacer la plomberie. C'était à moi, pas une multipropriété familiale, pas une location de vacances. À moi. J'ai ouvert la porte, allumé les lumières, et j'ai ressenti cette chaleur familière m'envahir. Le genre qui ralentit tout. Normalement, cet endroit était là où je venais pour ne pas penser, pour m'asseoir près du feu, siroter du bourbon, et laisser le temps passer sans conséquence. Mais ce soir, ce calme était entaché, envahi par la certitude que j'avais 48 heures avant qu'un défilé de chaos n'arrive pour tout détruire. J'ai vérifié le garde-manger, quelques boîtes de soupe, des pâtes en boîte, du café, du whisky. Clairement pas approvisionné pour 26 personnes.
Je n'avais pas du tout prévu de venir ici cette semaine. J'étais censé être avec un ami à Nantes pour un dîner tranquille, peut-être des jeux de société. Rien de grand. Certainement pas ça. Mes pensées furent interrompues par le léger crissement de pneus sur le gravier. Mon cœur a fait un bond. J'ai regardé par la fenêtre de devant et j'ai vu des phares. C'était Julien. Il est sorti en sweat à capuche et jean, l'air complètement décontracté, tenant une tasse de café en papier comme s'il passait par hasard. Il a fait un signe de la main comme si c'était normal. Je me disais bien que tu serais là, dit-il en montant les marches. Je savais que tu n'allais pas accepter ce message. Eh bien, je n'ai pas répondu. J'ai juste ouvert la porte et les laissé entrer. Tu ne savais vraiment pas, ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Émilie en a parlé dans le chat. Elle a dit qu'elle avait un plan. J'ai cru que tu serais d'accord. Elle ne m'a jamais demandé. Personne ne l'a fait. Il a regardé autour de lui comme s'il inspectait une chambre d'hôtel. Allez, mec. Tu n'utilises jamais cet endroit pour les fêtes. Et ce n'est pas comme si tu avais des projets. Elle a pensé qu'il serait plus facile de juste prendre la décision. Plus facile pour qui? Il n'a pas répondu. Je l'ai regardé marcher dans la cuisine, ouvrir un placard, prendre un verre comme si c'était sa propre maison. Je n'accueille pas Noël, ai-je dit fermement. Il m'a jeté ce regard, mi-amusé, mi-méprisant. Eh bien, techniquement, si. C'est déjà en cours. Les gens sont en route. Émilie a loué une camionnette. Tante Monique apporte des tables pliantes. Je crois qu'Éric va chercher 2 dindes. Quelqu'un a-t-il apporté une autorisation? Julien a soupiré et s'est appuyé contre le comptoir. Écoute, tu en fais tout un plat pour rien. C'est la famille. Ce n'est que quelques jours. Laisse faire. Ça ne vaut pas le coup de faire du drame. Je l'ai regardé. Cette phrase, cette attitude, laisse faire. Comme si je devais me plier pour le bien de la paix. Comme si les limites étaient facultatives si cela rendait les choses plus faciles. Il est resté 1 heure, a essayé de me calmer, m'a dit que j'étais trop rigide, que je suranalysais toujours les choses, que c'était une occasion de se reconnecter avec tout le monde. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste hoché la tête et dit que j'y réfléchirais. Il est parti en supposant qu'il avait gagné. Mais je ne pensais pas à céder. Je pensais à l'escalade. Le lendemain matin, je suis allé en ville, à environ 40 minutes de la montagne, et j'ai parlé à un serrurier, lui expliquant que je voulais faire changer toutes les serrures extérieures et lui donnant l'adresse. Il a haussé un sourcil mais n'a pas posé de questions. À midi, tout avait été remplacé. Ensuite, j'ai appelé la société de remorquage. Hypothétiquement, ai-je demandé, si quelqu'un se garait sur une propriété privée sans permission, par exemple en bloquant une allée, à quelle vitesse pourriez-vous venir les déplacer? Le répartiteur n'a pas hésité. Nous avons 2 chauffeurs qui couvrent cette route. Nous serions là dans l'heure. Parfait. J'ai acheté 2 grosses chaînes au magasin de bricolage et un cadenas robuste. Au moment où je suis retourné au chalet, l'endroit semblait différent. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Comme si j'avais tracé une ligne. Comme si la maison savait que je la défendais enfin. Je n'ai dit à personne ce que j'avais fait. J'ai juste attendu. Cette nuit-là, je me suis assis sur la véranda avec une couverture, regardant les arbres se courber légèrement sous le vent. Un faucon a crié quelque part au-dessus de ma tête. L'air était si pur que ça faisait mal de respirer. J'ai réfléchi à ce que je dirais quand il se présenterait, si je prendrais même la peine d'expliquer. Et puis vers 22 heures, j'ai reçu un appel. Le signal était faible, mais il est passé. Émilie. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé la messagerie vocale, puis un autre, puis un SMS. Salut, je voulais juste confirmer que nous arrivons demain matin vers 11 heures. J'espère que tu es excité. Pas de point d'interrogation. Pas de « pouvons-nous toujours venir ?» Juste une confiance aveugle. Quelques minutes plus tard, elle en a envoyé un autre. Nous aurons besoin de place pour 3 voitures plus la camionnette de location. Oh, et si tu pouvais t'assurer qu'il y a assez de café et de lait pour le petit déjeuner, ce serait génial. À bientôt. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fixé l'écran,
le froid s'insinuant dans mes doigts malgré la couverture. Ma mâchoire s'est serrée. C'était encore là, cette exigence implacable. Le lendemain matin, les messages se sont multipliés. 8h14. En route. 8h27. Heure d'arrivée estimée 10h48. 9h03. C'est quoi le code du portail déjà? Il n'y avait pas de code de portail. Plus maintenant. À 9h30, j'ai quitté le chalet et j'ai enroulé la grosse chaîne autour de l'entrée de la longue allée, juste là où le gravier rencontrait la route principale. Je l'ai cadenassé et j'ai affiché une petite pancarte en bois. Propriété privée, interdiction de pénétrer. Les véhicules seront remorqués. Et puis j'ai attendu. J'ai fait du café. J'ai allumé la cheminée. Je me suis assis près de la fenêtre avec un livre que je n'ai pas lu. À exactement 10h48, j'ai vu la première voiture, un SUV argenté, remonter lentement la route. Puis une camionnette blanche, puis le van. Tous se sont arrêtés, confus, devant l'entrée chaînée. Je pouvais les voir pointer du doigt, gesticuler. Quelques portières de voitures se sont ouvertes. J'ai reconnu le manteau rouge vif de tante Monique. Quelqu'un a essayé de klaxonner. Puis mon téléphone a sonné. C'était Émilie. Cette fois, j'ai répondu. Salut, ai-je dit d'un ton monocorde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, a-t-elle claqué. Pas d'émoji maintenant. Il y a une chaîne à travers ton allée. On ne peut pas entrer. Je sais, elle a marqué une pause. Eh bien, enlève-la. Nous sommes là. Non, vous ne l'êtes pas. Nadir, ce n'est pas drôle. Nous avons de la nourriture. Des enfants, nous avons roulé pendant des heures. Vous n'étiez pas invité. Tu as dit absolument pas comme une blague. Allez. Non, Émilie, je le pensais. Tu n'as pas demandé. Tu as juste décidé. Elle a ricané. C'est Noël. Tu vas vraiment renvoyer toute ta famille pour ça? Vous vous êtes renvoyé vous-même. J'ai raccroché. Une minute plus tard, elle a rappelé. Je n'ai pas répondu. Puis Julien a appelé. Puis, tante Monique. J'ai mis mon téléphone en mode « Ne pas déranger ». À 11h20, une dépanneuse noire a tourné au coin de la rue, ses lumières jaunes clignotant à travers les arbres. Et alors qu'elle ralentissait pour s'arrêter derrière le van. C'est là que tout a vraiment commencé à se désagréger. Le bruit du moteur vrombissant de la dépanneuse a percé le silence comme un réveil dans un rêve. Je me tenais sur la véranda, les mains dans les poches de ma veste, observant de loin le chauffeur sortir, jeter un coup d'œil à la chaîne barrant l'entrée, puis regarder le groupe de parents en colère rassemblés autour des 3 véhicules garés juste au-delà. J'ai vu Julien marcher vers le chauffeur, les bras levés comme s'il essayait de le faire partir. Émilie était au téléphone, probablement en train de me rappeler frénétiquement. Je n'ai pas vérifié. Le chauffeur a ignoré Julien et s'est tourné vers moi à la place. J'ai fait un simple signe de tête. Il a hoché la tête en retour et s'est mis au travail. Les minutes suivantes se sont déroulées comme dans un film. L'une de ces scènes lentes et inévitables où l'on sait que tout est sur le point d'exploser et que personne ne peut rien faire pour l'arrêter. Le chauffeur a travaillé efficacement, comme s'il avait fait ça 100 fois. Il a accroché la première voiture, celle de Julien, tandis que les autres lui criaient depuis la route. J'ai tout regardé se dérouler avec un étrange mélange de détachement et de satisfaction. Mais cette satisfaction fut de courte durée car les conséquences n'ont pas tardé. J'étais encore sur la véranda quand mon téléphone a vibré encore et encore. J'ai finalement désactivé le mode « Ne pas déranger » et j'ai laissé les messages affluer. Julien, qu'est-ce qui ne va pas avec toi, bordel? Émilie, j'espère que tu es fière de toi. Les enfants pleurent. Nous avons roulé 4 heures. Nadir, tu es mort pour cette famille. Tante Monique, tes parents vont être au courant. Et ils l'ont été. Au moment où la dernière voiture a été remorquée et que la poussière du gravier s'était déposée, ma mère appelait. Mon père a suivi, puis mon oncle. L'un après l'autre, un défilé de soupirs déçus, de tons réprobateurs et de sermons imprégnés de culpabilité. La voix de ma mère a tremblé lorsqu'elle a dit « Nous t'avons mieux éduqué que ça ». Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas essayé d'expliquer. J'ai juste dit « Vous ne m'avez pas non plus élevé pour être un paillasson.
Ça n'a pas été bien reçu. Pendant tout le reste du week-end de Noël, je suis resté seul au chalet. J'ai coupé du bois. J'ai parcouru les sentiers derrière la propriété. Je me suis assis sur la terrasse et j'ai regardé le vent agiter les arbres. Le silence qui m'avait jadis réconforté me semblait maintenant un peu plus lourd, comme si quelque chose avait changé, non seulement dans la façon dont ma famille me voyait, mais dans la façon dont je les voyais. La semaine suivante, je suis rentré en ville et j'ai trouvé ma boîte de réception pleine de messages désobligeants et de discussions de groupe dans lesquels j'avais été tagué. Des mèmes sur les cousins ingrats, des photos passives-agressives de notre dîner de famille sans certaines personnes, et un message vraiment exagéré d'Émilie montrant une tarte à moitié mangée avec la légende « Il manque quelques ingrédients, comme la décence humaine de base ». Je voulais rester insensible. Je le voulais vraiment. Mais ça m'a touché plus que je ne l'avais imaginé. Il y avait quelque chose d'unique et de douloureux à être le méchant de sa propre histoire familiale. Peu importe à quel point je me sentais justifié, cela n'effaçait pas le poids d'être exclu, incompris, critiqué dans mon dos par des gens qui partageaient mon sang. J'avais toujours su que j'étais en marge de la dynamique familiale, jamais le favori, jamais le centre d'attention. Mais c'était différent. C'était l'exil. J'ai arrêté de consulter le groupe de discussion, j'ai arrêté de répondre aux appels. Même Julien, qui a essayé d'arrondir les angles une semaine plus tard avec un « tu as un peu réagi de façon excessive, mais je comprends », n'a reçu aucun signe de vie de ma part. En décembre, j'ai sauté la réunion de famille de Noël. Je n'ai pas envoyé de cadeaux. Je n'ai pas répondu aux messages me demandant si je venais. Je suis resté au chalet, j'ai allumé un feu et j'ai passé la soirée à lire et à écouter de la musique pendant que la neige s'accumulait dehors. C'était paisible, mais c'était aussi solitaire. Non pas le genre de solitude qui vient du fait d'être seul, mais le genre qui vient du fait de réaliser que les personnes qui sont censées le plus se soucier de vous ne vous voient pas du tout. Cet hiver-là, quelque chose a changé en moi. J'ai commencé à aller au chalet plus souvent, non pas pour m'échapper, mais pour me reconstruire. J'ai réparé la balustrade branlante de la terrasse arrière, réparé la fenêtre cassée du loft, ajouté de l'isolation au mur du sous-sol. Le travail était lent, physique et satisfaisant. Il y avait quelque chose de profondément curatif à utiliser mes mains, à créer quelque chose de tangible qui ne dépendait de l'opinion ou de l'approbation de personne. En janvier, j'ai trouvé un vieux carnet dans l'un des tiroirs, quelque chose que j'avais acheté il y a des années et que je n'avais jamais utilisé. J'ai commencé à y écrire. Au début, ce n'était que des gribouillis, des frustrations, des exutoires. Mais avec le temps, c'est devenu quelque chose de plus. Des observations, des réflexions, des souvenirs, des idées. Une nuit, j'ai écrit une liste intitulée « Les choses que je n'ai jamais dites », et elle s'est transformée en 10 pages de tout ce que j'avais ravalé au fil des ans juste pour maintenir la paix. En février, je tenais un journal quotidien. Cela n'a pas tout réglé, mais cela m'a aidé à mieux me comprendre. M'a aidé à voir combien de temps j'avais laissé les gens franchir mes limites parce que je pensais que c'était ce que signifiait être un bon fils ou un bon cousin. Cela m'a aidé à réaliser que la gentillesse ne signifie pas l'auto-effacement. À peu près à la même époque, j'ai commencé une thérapie. C'était quelque chose que j'avais l'intention de faire depuis des années, mais que je n'avais jamais fait. Maintenant, j'avais une raison et l'espace pour déballer des décennies de ressentiments silencieux que je ne savais même pas que je portais. Les premières séances ont été difficiles. Je me suis retrouvé à défendre ma famille même en décrivant leur comportement. Ma thérapeute Léa m'a gentiment défié à ce sujet. « Pourquoi est-ce votre rôle d'absorber le dysfonctionnement ?» a-t-elle demandé un jour. Je n'avais pas de réponse, mais j'ai ramené la question chez moi. Je l'ai gardée. Je l'ai laissé résonner. Le travail était stable pendant tout ce temps. Mais quelque chose avait changé dans ma façon de me présenter. J'étais plus concentré, plus décisif. Je ne traînais plus les pieds. J'ai arrêté de vouloir plaire à tout le monde pendant les réunions. Mon manager l'a remarqué. J'ai été invité à prendre un rôle de leader dans un nouveau projet. Puis est venue une promotion discrète. Pas de fête, pas de grande annonce, juste une augmentation et un nouveau titre. Je n'ai pas dit à ma famille. Je n'ai dit à personne. Cela me semblait être à moi. Au printemps, j'ai acheté un ensemble de couteaux de cuisine faits à la main que j'avais convoité pendant des années. J'ai appris à cuisiner correctement. Pas seulement des repas de célibataire, mais de la vraie nourriture, réfléchie.
J'ai organisé un dîner tranquille pour un ami du travail, puis un autre pour un couple de mon groupe de randonnée. C'était de petites soirées intimes, rien à voir avec le chaos forcé des Noëls de mon enfance. J'ai commencé à voir la différence entre une communauté choisie et une obligation héritée. Plus je me suis penché sur cette vie, moins l'ancienne me manquait. Mais le problème avec la famille, c'est qu'elle ne disparaît jamais vraiment. Fin avril, j'ai reçu une lettre recommandée à mon appartement en ville. L'enveloppe était épaisse, rigide. Elle provenait d'un cabinet d'avocats que je reconnaissais, celui qui avait géré la succession de mon grand-père il y a des années. Je l'ai ouverte avec prudence, le cœur battant comme si quelque chose était sur le point de s'effondrer à nouveau. À l'intérieur se trouvait un avis. Apparemment, mon grand-oncle Armand, un reclus excentrique de la côte, était décédé paisiblement et avait laissé derrière lui une succession étonnamment complexe, une parcelle de terrain, un petit fonds, une liste de requêtes personnelles, et d'une manière ou d'une autre. J'étais désigné comme l'un des principaux bénéficiaires. Moi, pas Julien, pas Émilie, moi. Une réunion était prévue dans 2 semaines, et la lettre m'encourageait à y assister en personne. Je n'ai rien dit à personne, pas encore. Mais j'ai senti quelque chose s'agiter en moi alors. Pas seulement de la curiosité, mais une faible lueur de possibilité, de levier. Parce que voilà le truc. Oncle Armand avait beau être un reclus, il n'était pas aveugle. Il s'était montré à moins d'événements familiaux que moi. Mais quand il venait, il observait, écoutait, prenait des notes mentales. Il m'a dit un jour avec son ton sec habituel, « Les gens vous disent qui ils sont, Nadir. Il suffit d'arrêter de les interrompre. Et maintenant, dans la mort, il pourrait me dire quelque chose. Quelque chose que le reste de la famille n'allait pas aimer. » J'ai plié la lettre soigneusement, les glissé dans l'enveloppe et les placé sur la table à côté de mon journal. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais une chose avec certitude. Les jours où je restais silencieux, ils étaient terminés. Le cabinet d'avocats était silencieux quand je suis arrivé. Le genre de silence qui vous fait douter d'être même censé être là. Une réceptionniste m'a accueilli avec un sourire neutre, a demandé mon nom et m'a conduit dans un couloir étroit tapissé de peintures fanées de phares et de cartes maritimes poussiéreuses. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Peut-être quelque chose de plus formel, de plus clinquant, mais au lieu de cela, tout dégageait la même ambiance que mon grand-oncle Armand lui-même. Discret, délibéré et totalement indifférent aux absurdités modernes. L'avocat de la succession, un homme d'une 60aine d'années nommé maître Walter Kemp, portait un costume 3 pièces gris et des lunettes à monture en fil d'or. Il ressemblait à quelqu'un qui n'avait jamais élevé la voix et n'en avait jamais eu besoin. Quand il m'a fait signe de m'asseoir, j'ai remarqué qu'il n'y avait qu'une seule chaise en face de son bureau, juste une. Pas d'autres membres de la famille ici, ai-je demandé. Walter a ajusté une épaisse chemise cartonnée. Selon les instructions de Monsieur Armand, la réunion d'aujourd'hui est avec vous seul. Cela m'a secoué. Je n'avais pas réalisé jusqu'à ce moment à quel point je m'étais préparé à une confrontation. Émilie me lançant des piques depuis un coin de la pièce. Julien essayant d'arrondir les angles. Monique soupirant de façon dramatique dans un coin. Mais c'était juste moi. Walter s'est raclé la gorge, a ouvert le dossier et a commencé à lire des extraits du testament. La plupart étaient des formulaires légaux, des listes d'actifs, des désignations de propriétés, le genre de langage aride qui embrouille le cerveau. Mais ensuite, il a fait une pause, a tourné une page et m'a regardé par-dessus ses lunettes. Cette section, a-t-il dit, a été manuscrite. Elle annule la structure d'héritage standard, et elle est légalement contraignante. Voulez-vous que je la lise à voix haute ? J'ai hoché la tête. Il a commencé, à mon petit-neveu, Nadir, je laisse la maison en bord de mer et le fonds qui y est attaché pour aucune autre raison que celle-ci. Tu as été le seul à jamais visiter sans avoir besoin de quelque chose. Tu n'as jamais demandé d'argent, tu ne m'as jamais traité comme un tremplin. J'ai observé ta façon de te comporter quand les autres ne pensaient pas que je faisais attention. Tu as plus d'intégrité dans ton silence qu'ils n'en ont dans leur bruit incessant. Utilise cette propriété comme bon te semble. Vends-la. Garde-la. Brûle-la si tu le dois. Mais sache ceci, je te l'ai donnée parce que tu la méritais, pas parce que tu étais assez bruyant pour la réclamer. Je suis resté figé. Les mots ne semblaient pas réels. Walter m'a laissé un moment. Puis il a continué, la propriété comprend 13,4 hectares,
la maison et un fonds liquide d'une valeur de 2,3 millions d'euros. Tout est à votre nom, avec effet immédiat. Il n'y a pas de conditions. Cela m'a frappé par vagues. D'abord, le choc, puis la réalisation, et enfin celle qui m'a noué la gorge. Ce n'était pas seulement un héritage. C'était une validation. Une partie de ma vie venait de changer définitivement. Mais le véritable changement était encore à venir, car dès que le reste de la famille le découvrirait, ils allaient imploser. Et cette fois, je n'allais pas les protéger des conséquences. Pendant la semaine qui a suivi, je n'ai pas dit un mot. J'ai signé les papiers. J'ai rencontré un avocat immobilier. J'ai visité la propriété, une maison patinée, couverte de lierre, qui surplombait le Pacifique, perchée sur une falaise tranquille juste à l'extérieur de la plage de la Côte des Légendes. Elle avait besoin de travaux, mais elle avait de bonnes fondations et elle dégageait la même énergie paisible que le chalet. J'ai agi silencieusement, méthodiquement. J'ai transféré le fonds dans une SCI distincte à mon nom. J'ai engagé un entrepreneur pour commencer les évaluations. J'ai mis à jour les titres de propriété. J'ai suivi toutes les pistes qu'Armand avait laissées et les ai transformées en armure. Et puis j'ai attendu, car je savais ce qui allait arriver. Cela a commencé lorsque Julien m'a envoyé un message inattendu. Julien, salut, question au hasard. As-tu reçu quelque chose de la succession d'oncle Armand? J'ai fixé le message. Pas de, j'espère que tu vas bien, ou de, es-tu allé à la veillée? Juste droit au but. Classique. J'ai répondu, oui. 2 minutes plus tard, Julien, que as-tu eu? Moi, c'est entre l'avocat et moi. Le silence qui a suivi était plus bruyant que n'importe quel message. 2 jours plus tard, Émilie m'a envoyé un email. Pas un SMS, un email, ce qui m'a dit qu'elle était en mode professionnel. Le même ton qu'elle utilisait lorsqu'elle essayait de négocier des réductions auprès de commerçants qu'elle avait déjà dénigrés. Bonjour Nadir, j'ai entendu de quelques membres de la famille qu'oncle Armand aurait pu laisser des choses derrière lui. Je voulais gentiment te demander si tu serais ouvert à partager des informations sur la succession. Je sais qu'il n'avait pas d'enfant et ce serait vraiment significatif pour le reste d'entre nous d'avoir un morceau de son héritage. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre email. Rebonjour. Je voulais juste faire un suivi car quelques personnes font des plans pour l'été et nous nous demandions si la maison d'oncle Armand pourrait être utilisable pour une escapade familiale. Peut-être quelque chose comme une célébration commémorative. Juste un brainstorming. Fais-moi savoir, cet emoji. Toujours l'emoji. J'ai transféré l'email à mon avocat. Puis je suis allé au chalet parce que j'avais un plan à terminer. Vous voyez, posséder la maison en bord de mer était un cadeau, mais c'était aussi une opportunité. Et plus j'y pensais, plus je réalisais que je ne voulais pas seulement me couper de ma famille. Je voulais redéfinir mon rôle. Je voulais prendre tout ce qu'ils utilisaient pour me tenir en laisse, la culpabilité, les obligations, la manipulation, et inverser complètement la donne, mais pas bruyamment, pas publiquement, tranquillement, délibérément, tout comme Armand l'aurait fait. La première étape fut la paperasse. J'ai créé un fonds fiduciaire séparé, non pas pour la famille, mais pour l'entretien futur des 2 propriétés, le chalet et la maison en bord de mer. Je l'ai nommé le fonds Héritage Armand. La particularité? Il ne pouvait être consulté que par moi ou un successeur désigné par écrit. Plus de portes ouvertes, plus de ressources partagées. Deuxièmement, j'ai réécrit mon testament. J'ai nommé 2 de mes amis les plus proches comme exécuteurs testamentaires. Je n'ai rien laissé à ma famille élargie. Puis je suis allé plus loin. J'ai programmé une annonce publique de la maison en bord de mer, non pas sur Airbnb, mais comme une location de luxe à long terme, destinée à des cadres ou des cinéastes de l'extérieur de la région, recherchant un espace de retraite. J'ai collaboré avec une agence privée qui gère des clients VIP. Discret, très rémunérateur, visibilité minimale. Émilie ne pourrait pas trouver l'adresse même si elle essayait. Et juste pour boucler la boucle, j'ai acheté le terrain attenant au chalet, une parcelle de forêt qui avait été mise en vente après l'échec d'un projet de développement voisin. Je n'avais aucune intention de construire dessus. Je voulais juste une zone tampon. Cela m'a coûté une partie du fonds, mais ça en valait la peine. Maintenant, personne ne pouvait même construire près de moi sans ma permission. C'était le début de mon propre empire silencieux,
non pas construit par vengeance seule, mais par respect de soi. En traçant des limites et des propriétés, en transformant le chaos qu'il m'avait infligé en carburant. Mais je n'avais pas fini, car la prochaine fête de famille approchait. Et j'avais une dernière carte à jouer. Une qui brûlerait assez fort pour laisser une trace sans jamais allumer une allumette. Le week-end de l'Ascension. C'est à ce moment-là que ça s'est passé. Le temps était vif et le ciel bleu. Cet air printanier parfait sur la côte qui vous donnait envie de vous tenir pieds nus dans l'herbe avec un café à la main. J'étais déjà à la maison de bord de mer ce matin-là, terminant quelques travaux paysagers légers avant l'arrivée des nouveaux locataires à long terme. Un producteur de films de Lyon avait signé un contrat de location de 6 mois sans visite pour près de 14 000 € par mois. Cela couvrait toutes les taxes, les rénovations, et même plus. Je portais une vieille chemise en flanelle, de la terre sur les mains, de la musique jouant doucement depuis mon camion garé près du garage. C'était paisible, le genre de matinée que l'on mémorise au cas où on aurait besoin de la revivre plus tard quand la vie redeviendrait chaotique. Puis je les ai vus. 2 voitures se sont arrêtées le long du chemin de gravier juste devant l'allée clôturée. Une que j'avais installée 6 semaines auparavant. Caméra à détection de mouvement, pilier en pierre, portail automatisé, clavier, tout l'équipement. C'était Émilie dans la voiture de tête. Bien sûr, son mari Marc à la traîne, leurs enfants à l'arrière, les visages pressés contre la fenêtre. Le SUV de Julien est arrivé derrière eux. Je l'ai reconnu instantanément. Ils ne m'ont pas vu tout de suite. Je suis resté près de la haie, derrière le petit treillis qu'Armand avait construit des décennies auparavant. Ils sont sortis, se sont étirés et ont regardé autour d'eux comme des touristes découvrant une brochure. Émilie a sorti son téléphone, cherchant probablement le clavier, tandis que Marc a ouvert le coffre comme s'il était prêt à décharger. C'est alors que j'ai réalisé à quel point ils se déplaçaient avec confiance. Comme si cela leur était dû, comme si leur présence suffisait à tout justifier. Émilie s'est tournée vers le portail et a appelé « Nadir ». Je n'ai pas bougé. Elle a crié à nouveau « Nadir, allez ». Le portail ne s'ouvre pas. Julien s'est approché du clavier et a commencé à appuyer sur les boutons. Après environ 1 minute, je suis sorti du chemin du treillis et j'ai traversé l'herbe vers eux. Émilie s'est illuminée. Te voilà. Tu n'as pas dit que cet endroit avait été rénové. C'est magnifique. Julien a fait un signe de la main gênée. On s'est dit que puisque tu n'avais rien dit, un week-end en famille ne serait peut-être pas trop demandé. Vous vous êtes trompé, ai-je dit platement. Ils ont cligné des yeux. Émilie a ri. Oh, allez. Ne sois pas dramatique. Les enfants ont besoin de se dégourdir. Nous avons apporté de la nourriture. Ce ne sera que le week-end. Nous serons partis lundi. Vous ne restez pas ici, ai-je dit calmement. Vous n'entrez même pas. Julien a froncé les sourcils. C'est encore à cause de Noël? Tu t'accroches toujours à ça. Ce n'est pas à cause de Noël, ai-je répondu. C'est à cause de tout, et ça se termine aujourd'hui. Émilie a croisé les bras. Nadir, c'est une maison de famille. Oncle Armand n'aurait pas voulu que tu la thésaurises. J'ai levé la main. Oncle Armand m'a laissé cette maison. Spécifiquement, par écrit, vous avez tous reçu des copies du testament. Si vous êtes toujours confus, je suis heureux de vous le transmettre à nouveau. Les lèvres d'Émilie se sont serrées. Nous avons juste supposé que tu ferais ce qu'il fallait. J'ai haussé les épaules. Je l'ai fait. J'ai légalement cadenassé cette propriété et l'ai listée auprès d'une agence privée. Elle est actuellement louée à un locataire de haut profil. Vous êtes en infraction et vous êtes enregistré. Marc a finalement parlé. Tu es sérieux? Julien s'est avancé. Nadir, allez. Laisse-nous juste entrer. Tu pourras être en colère plus tard. C'est alors que le clavier du portail a cliqué et que l'interphone a grésillé. Une voix a craqué, et, c'est la propriété Armand? Ici Charlie de garde sécurité. Nous avons un signal de la caméra périmétrique et le propriétaire a dit d'appeler. J'ai appuyé sur le bouton. Ici Nadir. C'est ma famille. Ils étaient juste en train de partir. Une pause. Reçu. Vous voulez qu'on vienne au cas où? J'ai regardé Émilie. Elle était devenue pâle. Pas besoin, ai-je répondu.
Ils sont déjà en train de partir. Je me suis tourné vers le groupe. Vous n'avez rien à faire ici. Et avant que vous ne demandiez, non, vous n'aurez pas non plus accès au chalet. J'ai acheté le terrain attenant. J'ai clôturé les sentiers. J'ai enregistré les servitudes. Tout est cadenassé. Il n'y a plus de visites impromptues. Il n'y a plus d'escapades en famille. La voix d'Émilie s'est brisée. Tu ne peux pas simplement couper tout le monde. Vous l'avez déjà fait, ai-je dit. Quand vous avez transformé mes limites en blagues. Quand vous avez appris à vos enfants que ma maison était un terrain de jeu. Quand vous avez utilisé la culpabilité comme une carte de débit sans limite. Julien a essayé à nouveau. Alors quoi? Tu es juste exclu. Je suis libre, ai-je dit. Il m'a fixé et pour la première fois, je l'ai vu. La réalisation. Non seulement que je le pensais, mais qu'il ne pouvait rien faire. Pas d'argument, pas de manipulation, pas de déformation du récit familial. C'était fait. J'ai hoché la tête vers la route. Au revoir, Émilie. Ses yeux ont étincelé. Colère, confusion, peut-être même une lueur de culpabilité, mais elle n'a rien dit. Elle s'est retournée, a aboyé à Marc de prendre les enfants, et a claqué la portière de sa voiture si fort que cela a fait écho. Julien est resté une seconde de plus. Ça ne semble pas juste. Je l'ai regardé dans les yeux. Ce n'est pas censé l'être. C'est ainsi que se ressent la croissance quand on ne l'a jamais faite. Il a ouvert la bouche mais n'a rien dit. Il s'est juste retourné et a marché vers sa voiture. Le moteur a démarré. Le gravier a crépité. Et en moins de 2 minutes, ils étaient partis. Pas de feu d'artifice, pas de cris, pas de menaces de poursuite judiciaire ou de crise sur les réseaux sociaux. Juste partis. Je suis resté là longtemps, regardant la poussière se déposer sur la route, respirant le vent de l'océan et l'odeur de pain. Mon téléphone a vibré une fois. Une alerte du système de sécurité notant que les véhicules avaient quitté le périmètre. J'ai souri. Plus tard dans la soirée, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai écrit un dernier email au groupe de discussion familiale élargi. Il était court. Chère famille, avec effet immédiat, je me retire de toutes les réunions de famille, décisions de groupe et attentes héritées. Mes propriétés ne sont plus disponibles. Je ne répondrai pas aux messages demandant le contraire. Si vous me contactez, sachez que le silence n'est pas une invitation. C'est une limite. Je vous souhaite à tous la paix, Nadir. J'ai cliqué sur envoyer, fermé l'ordinateur portable et me suis servi un verre. Il n'y a eu aucune réponse en colère, aucune protestation, juste le silence. Et c'est ainsi que j'ai su que cela avait fonctionné. Ils n'ont pas seulement perdu l'accès à une maison. Ils ont perdu l'accès à moi. Et j'avais enfin retrouvé ma liberté après une vie entière à être le facile, le tranquille, celui qui ne faisait jamais de vagues. Plus maintenant. Maintenant, les vagues étaient miennes.